J'espère que ça ne vous dérange pas. Je vais rester assis juste pour avoir accès à mes notes pendant que je vous parle. Sinon, l'autre option, c'était de vous tourner le dos et je préfère vous voir de face. Merci beaucoup, Dr. Davignon, de m'avoir invité et je remercie aussi l'Observatoire de m'accueillir aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais juste glisser un petit mot pour vous expliquer un peu mon acheminement parce que la question se pose chaque fois que je rencontre un nouveau patient. Docteur, pourquoi avez-vous décidé de vous spécialiser dans les pieds? Même si le patient est devant moi, il ou elle a un problème de pied, c'est pas toujours clair quel genre de pathologie, quel genre de problème on peut avoir au pied. Pour moi, c'était quelque chose que j'ai découvert quand j'étais au cégep. Je ne connaissais pas du tout la podiatrie, j'en avais jamais entendu parler, puis l'idée d'un spécialiste dans les pieds, ben, je trouvais ça pas mal drôle même. Mais peu de temps après que j'ai rencontré un podiatre à cette foire de carrière au cégep, où j'avais premièrement entendu parler de la profession, un de mes bons amis qui voulait jouer au football dans la ligue professionnelle s'était blessé au pied. Et puis c'était un podiatre qui l'a remis sur place, qui lui a permis en fait d'accomplir même son rêve. Mon frère, mon petit frère, depuis son enfance, il souffrait de problèmes de genoux, problèmes de jambes, périostite. Et j'ai un oncle qui est orthopédiste spécialisé dans la musculo-squelettique du corps. Mais même lui, la réponse était toujours, ben c'est normal, c'est des douleurs de croissance. Et ça nous a pris des années avant de découvrir que sa douleur était causée par ses pieds. Et ça, c'est des histoires que j'entends à tous les jours. Quand les patients viennent me voir, docteur, ça fait des années que je n'arrive pas à trouver la réponse. Et je pense que de plus en plus, on commence à se rendre compte à quel point les pieds sont importants pour notre fonctionnement. Je voulais juste faire le point avant de commencer. Ce n'est pas normal d'avoir mal aux pieds. Je sais que c'est une réponse, sans doute, que vous entendez souvent, parce que les patients me le répètent assez souvent aussi. La douleur n'est pas normale aux pieds et ça ne fait pas partie du vieillissement non plus. Ça ne veut pas dire que toutes les douleurs peuvent nécessairement être réglées du premier rendez-vous ou instantanément, mais il y a souvent des solutions pour au moins atténuer, diminuer la douleur, augmenter la qualité de vie, rendre le patient beaucoup plus confortable. Et même parmi les professionnels de la santé, les pieds restent encore méconnus. Donc, c'est pour ça que j'apprécie l'opportunité de venir vous parler de ma spécialité, des pieds, et peut-être répondre à quelques questions. En passant, j'aimerais ça, si vous avez des questions à n'importe quel moment, juste de lever la main. On va essayer de rendre ça un peu plus interactif. S'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous voulez un peu plus de détails sur un certain sujet, j'ai la mauvaise habitude d'utiliser des termes que j'utilise quotidiennement, mais qui sont peut-être moins bien connus à l'extérieur. Alors, si jamais je fais cette erreur, je vous prie de m'interrompre et pas juste me laisser continuer sans que vous compreniez, sans que vous suivez avec moi. Alors, maintenant, nous allons essayer de voir à quel point vous connaissez déjà les pieds. Premièrement, je veux faire le point. Oui, ça a changé, OK. Vos pieds sont en fait plus vieux que vous. Vos pieds commencent à développer à partir de la 4e semaine intra-utérine. Donc, 8 mois plus tard, vous avez votre première fête, mais vos pieds existent déjà depuis 8 mois avant ça. Excusez-moi, j'ai fait quelque chose de pas correct. 2 secondes. Voilà, le quiz des pieds. Première question. Quel pourcentage de Nord-Américains, pensez-vous, vont consulter pour une raison de pied? Pas nécessairement un podiatre, mais n'importe quelle consultation, soit à la salle d'urgence, par médecin de famille, n'importe où. 100%, c'est pas loin de 100%, mais c'est pas tout à fait 100%. 20%. 20%. 90. Oui, une forte majorité. En fait, c'est 75% de la population. Je ne sais pas si je cache la partie du bas du texte, mais 75% d'entre nous, à un moment donné, vont devoir consulter un podiatre, soit pour des ongles incarnés, une verrue plantaire, pied d'athlète, ou pour des problèmes plus graves, plus sérieux, des difformités aux pieds ou de l'arthrose. Deuxième question.
Dans une journée quotidienne, combien de pas pensez-vous qu'on fait avec nos pieds? 3 000, 5 000? Vous n'êtes pas trop loin. En fait, c'est entre 8 et 10 000 en moyenne. Oui, et dans une vie, nous marchons suffisamment pour contourner le monde 4 fois en moyenne. Donc, les pieds, on les fait travailler, ils s'usent avec le temps aussi. En marchant, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais avec chaque pas que vous prenez, il y a une certaine instance de force qui va être reconduite au niveau des pieds. Et cette force va dépasser le poids de votre corps puisque vous enfoncez votre pied dans le sol. Combien de fois votre poids en marchant, pensez-vous, enfoncé dans chaque pied? 2 fois, pas loin. En fait, c'est 1,5 fois en moyenne. Mais ça dépend. Si on fait de la randonnée, comme notre ami ici, puis on a un sac à dos, évidemment, ces statistiques augmentent. En courant, combien de fois notre corps? C'est combien? 2 fois. 6 fois. Ouais. En fait, 2,5 à 5 fois plus de notre corps. C'est pour ça que c'est important, la santé des pieds, quand on veut être actif, quand on veut marcher, quand on veut sortir faire de la randonnée ou courir, de bien faire attention à la qualité de la mécanique du corps pour éviter d'endommager les structures du pied qu'on va rencontrer plus tard. Donnez-moi 2 secondes, je dois juste avancer mon slide ici, j'ai un problème. OK. Donc, les glandes sudoripares ou les glandes de transpiration qui se trouvent dans les pieds. Combien de glandes pensez-vous qui existent juste dans la plante du pied? Je sais que c'est un chiffre, moi-même je ne le connaissais pas avant que je le recherche pour cette conférence-là, mais c'est immense. Il y a 1/4 million de glandes dans la plante du pied. Et c'est quoi le rapport? C'est quoi l'importance? Bien parce que parfois les patients ils vont souffrir d'odeur ou de surtranspiration hyperhidrose au niveau du pied. Et cette transpiration excessive peut créer certains problèmes, tels que les odeurs de pied. Que pensez-vous cause les odeurs de pied? Le soulier, en partie. La chaleur, pardon, les bas. La texture du bas. Oui, oui. En fait, tout ce qui va retenir l'humidité, tout ce qui va stimuler une transpiration, les bas de nylon souvent, ils vont nourrir et alimenter les bactéries et les champignons qui existent déjà sur les pieds, dont on est tous colonisés. Alors, plus il y a de la transpiration, plus il y aura de l'odeur. Donc, pour le podiatre, si c'est une raison de consultation, on va vous prescrire un antisudorifique puissant pour les pieds. Et les odeurs ne pourront pas être contrôlées tant que la transpiration, tant que les glandes sudoripares ne sont pas maîtrisées, ne sont pas contrôlées. Oui. Les glandes, en fait, il y a des médications qu'on utilise topiquement, donc des antisudorifiques, un peu comme les mêmes genres de produits qu'on va utiliser pour les aisselles. La question, si vous n'avez pas entendu, c'est comment est-ce qu'on fait pour contrôler les glandes sudoripares. Donc, c'est pharmaceutiquement. Mais je sais qu'il y a beaucoup de patients qui ne veulent pas utiliser certains produits, puis il y a des alternatives, mais les alternatives sont juste surtout l'entretien. Donc, les conseils que je donne à mes patients quand le problème est de transpiration ou d'odeur, c'est au moins, on avait parlé de chaussures, l'humidité dans les chaussures, d'alterner les chaussures d'un jour à l'autre pour vous donner une chance de sécher pour tuer les bactéries qui sont à l'intérieur. Il y a aussi des antibactériens, des antifongiques qu'on peut mettre à l'intérieur de nos souliers pour aider à combattre ça. Donc, c'est soit une approche pharmaceutique pour contrôler les pores ou des habitudes qu'il faudra développer pour contrôler la transpiration et l'humidité. Oh. Donc, la peau dans la plante du pied est 20 fois plus épaisse. Et l'importance clinique pour ça, c'est que il y a certaines pathologies, certains problèmes, comme les verrues plantaires, qui sont difficilement traitées dans la plante du pied parce que, je ne sais pas si vous êtes au... Ah, c'est une question qui va venir, on va en revenir après. Je ne veux pas trop me devancer. OK, prochaine question. L'os, le pied, en fait, est une structure extrêmement compliquée. Combien d'eau pensez-vous
se trouve à l'intérieur d'un pied? 250, c'est ça? C'est plus dans le corps au complet, mais juste dans le pied. Ah, vous êtes vraiment pas loin. Donc, vous avez fait un peu de recherche dans les pieds. Ouais. Puis j'espère que pas tous les 28 os vous font mal. En fait, la réponse, c'est 26 os au niveau du pied. Si on compte les deux pieds ensemble, ça fait 52 os, donc à peu près 25% des os qui se trouvent dans le corps. Il y a aussi 33 articulations diverses, il y a 107 ligaments et plein d'autres structures au niveau des os. On n'a même pas parlé des nerfs qui risquent d'être comprimés, qui risquent d'être endommagés pendant nos activités, les capsules alentour des ligaments. Donc, tout ça juste pour vous dire à quel point le pied est complexe. Et l'importance d'une compréhension anatomique du pied, c'est que chacune de ces structures peuvent se blesser, peuvent créer un problème. Donc, l'objectif d'un podiatre, quand vous vous présentez avec une plainte principale d'une douleur au pied, la première chose qu'on va vous demander, où exactement au pied avez-vous mal? Et ce qui m'arrive souvent, c'est qu'on va venir me dire, ah ben c'est tout le pied. OK, là c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut que je palpe à peu près chaque structure pour essayer de déterminer si c'est laquelle ou lesquelles qui sont endommagées, qui font mal. Parce que les traitements ne réussiront pas à moins qu'on puisse vraiment cibler la cause ou la région qui est affectée. Oui, est-ce qu'il y en a qui sont pour les hommes? Oui. En tout cas, chez nous, chez nous à la maison, je suis d'accord avec ces statistiques. Mon épouse est ici dans la salle en arrière et elle essaie de m'encourager à marcher le plus possible, mais c'est vraiment elle qui me motive. Donc oui, en moyenne, les femmes marchent 3000 de plus par jour que les hommes qui sont de nature un peu plus sédentaire, apparemment. Donc, on est revenu à la question de la verrue plantaire. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle qui ont déjà subi des traitements de verrue plantaire ou qui ont déjà souffert de verrue plantaire, mais quelle est la cause selon vous? Un virus, exactement. Le virus, le PVH, papillomavirus humain, il y a un vaccin qui existe actuellement, mais pas pour les verrues plantaires. Remarquez? Et ce que j'essaie de dire avant, l'importance de l'épaisseur de la peau, c'est que le virus, il existe juste à la partie la plus basse de la peau. Donc, si on utilise des traitements topiques, si je mets un traitement topique sur la surface de la peau, elle a énormément de difficultés à pénétrer jusqu'à la racine de la verrue. Et c'est pour ça que pour les verrues plantaires, souvent on doit employer des méthodes un peu plus agressives, un peu plus fortes, pour vraiment avoir la réaction voulue. Oui, une question? L'œil de papille, c'est quoi? L'œil de papille est un genre de corne, puis on va en revenir en fait, c'est un des sujets dont on va discuter. Donc, quelle est la différence entre une verrue plantaire et de la corne? Quelle est la cause d'une corne? Si la verrue est causée par un virus, la corne? Friction, pression, ouais, stress mécanique, exactement. Toutes les réponses sont bonnes. Vous avez exactement raison. Donc, la pression mécanique sur une partie du pied fait en sorte qu'elle stimule la peau à épaissir pour essayer de protéger les structures. Mais à un moment donné, la peau devient tellement épaisse qu'elle empire le problème. C'est comme si vous marchez sur une pierre ou sur une roche. Et on sait qu'elle peut augmenter les pressions locales au niveau du pied de plus de 30%. Donc, si on pense en marchant, on ajoute déjà 50% de plus de stress, en courant 2,5 à 5 fois plus de pression. Et si on rajoute une corne ou de la corne à ces statistiques-là, on augmente de 30% de plus la pression. Oui, en fait, si la corne est douloureuse, ça vaut absolument la peine. Mais la question, on me pose souvent la question, est-ce que je dois faire enlever la corne? Si elle ne fait pas mal, elle sert à une certaine fonction.
Si elle n'est pas douloureuse, si elle ne cause pas de fissures, de gerçures, si elle ne décolle pas, descoille pas, on peut la laisser en place, on peut la traiter avec des crèmes hydratantes. Mais si en marchant, on sent une sensation de brûlure ou on a l'impression de marcher sur une bille ou sur une pierre, alors pour le confort du patient, absolument, ça vaut la peine de l'enlever. Et en fait, c'est un entretien cyclique que ça prendra. Tant qu'elle ne change pas la mécanique du pied, elle reviendra toujours. Une autre question? Oui, je le conseille souvent à mes patients. Ça fait partie de ce qu'on appelle un débridement mécanique. Débridement, ça veut simplement dire enlever la peau morte, nettoyer, dégager. Les crèmes sont utiles, puis il y a certaines crèmes qui ont un acide léger qui va aider à enlever la corne, mais il n'y a rien qui remplace le débridement mécanique, c'est-à-dire enlever. Dans le bureau d'un podiatre ou les infirmières qui sont formées en soins de pied, elles vont utiliser un bistouri ou quelque chose, une lame pour enlever une plus grande épaisseur. Mais à la maison, je conseille fortement une râpe ou une pierre ponce. En fait, j'ai une genre de râpe ici que je conseille à mes patients souvent. Elle est beaucoup plus facile à utiliser qu'une pierre ponce parce que la manche est très grande, donc on peut aller rejoindre le talon ou l'avant-pied. Il faut juste le faire de façon judicieuse, c'est-à-dire ne pas être trop agressif pour ne pas irriter la peau, pour ne pas créer des lacérations à la peau. Alors, allez-y doucement, mais oui, en modération, ça peut aider. Oui, bonne question. La question est, est-ce qu'on pense quand le pied est sec ou quand le pied est humide? En fait, ça dépend de votre pied. Il y a des pieds où la corne s'enlève mieux quand le pied est sec, quand le pied est humide. Alors, essayez les deux. C'est un peu comme trouver le shampoing idéal pour vous, les jeans que vous préférez. Essayez de voir ce qui fonctionne le mieux pour vous. La corne. Comment prévenir la corne? En fait, on va parler un peu de corne un peu plus tard, mais c'est toujours causé par un problème mécanique, donc un point de surcharge. Et on va en parler un peu comment est-ce qu'on peut les prévenir. Oui? Oui. Tout à fait. À l'exception de si on répare le problème mécanique du pied. Donc, il y a des stratégies qu'on peut emprunter, telles des orthèses plantaires qui vont replacer le pied. Mais je ne conseille jamais des semelles. Ça, c'est une orthèse plantaire ou une semelle pour aider à répartir les points d'appui de façon plus égale sur tout le pied ou essayer de coussiner. Mais je ne le conseille jamais juste pour contrôler la corne parce qu'on va quand même marcher pieds nus à l'occasion, on va quand même mettre des sandales sans mettre l'orthèse à l'occasion. Donc, ça n'empêchera pas que la corne revienne complètement. La seule façon de le faire, c'est une chirurgie pour réparer, corriger la position du pied, les points d'appui. Mais je ne conseille pas une chirurgie juste pour contrôler la corne non plus, à moins qu'il y ait une plaie qui est causée par la corne ou un problème plus grave, une infection, un ulcère. Est-ce que avec chirurgie, ça va demander un tout petit peu, oui. Est-ce que pour une personne, par exemple, qui subit une chirurgie à cause de l'hémorragie, c'est le problème croissant? Oui. Quel est le pourcentage de personnes qui sont satisfaites par curiosité? Oui, très bonne question. La question qui a été posée, quel est le pourcentage de patients qui subissent une chirurgie pour un oignon ou un orteil marteau ou un orteil croisé qui sont satisfaits avec leur chirurgie? Et en fait, ça dépend de l'intervention qui est faite parce que ça prend quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans la chirurgie du pied. Il y a à peu près une centaine de procédures différentes possibles pour les orteils marteaux et les hallux valgus. Donc, ça dépend de la formation de la personne et surtout le jugement. Parce que si on emprunte la mauvaise procédure pour un oignon qui est trop sévère, parce qu'on veut qu'il fasse quelque chose de plus simple, c'est sûr que le résultat sera encore pire parce qu'on vient de déstabiliser toutes les structures anatomiques à l'endroit. Alors, le pourcentage, je dirais, dépend entièrement de la personne qui intervient. Une question, oui? Oui, donc le commentaire, c'est pour les patients diabétiques, est-ce qu'on peut limer, est-ce que c'est préférable d'éviter des tranchants comme un bistouri ou quelque chose de métallique? Et je dirais que ça dépend encore une fois du niveau de formation de la personne. Donc, comme règle générale,
J'enseigne à l'Université de Québec à Trois-Rivières aussi, et pour les étudiants qui sont dans leurs premières années, on leur fait les mêmes conseils, et pour les patients en général aussi. Mais il y a plein de facteurs qui vont jouer dans la santé du pied diabétique, telle la circulation, tel le niveau de ce qu'on appelle la neuropathie, c'est-à-dire la sensibilité au niveau du pied, la texture de la peau et le contrôle glycémique. Ces 4 facteurs-là doivent être évalués avant de décider de comment intervenir. Donc, un patient qui a une mauvaise circulation, qui a une perte de sensibilité, une glycémie mal contrôlée et une peau très très fine, à ce moment-là, ça c'est le pire scénario. Et les conseils généraux qu'on offre, c'est toujours en prenant en considération le pire scénario. Donc, ces personnes, on ne veut pas qu'ils se blessent, puis on ne veut pas qu'ils soient blessés. Alors, pour les patients diabétiques, toute intervention est possible si on prend en considération les autres facteurs. J'espère que c'est pas trop... OK, on va poursuivre. Donc, oui, on avait dit la surpression mécanique. Quel est le temps idéal pour aller magasiner des nouveaux souliers? Oui, je pense que vous l'avez peut-être tous appris par expérience, mais c'est effectivement vers la fin de la journée ou l'après-midi, parce que le pied va enfler de 5 à 10% à la fin de la journée. Donc, une paire de souliers qui vous faisait très bien le matin, rendu à la maison l'après-midi avec des bas en collant, tout à coup, le soulier devient trop serré, trop comprimé. Et ça peut même endommager certaines structures au pied quand il y a un effet de garrot à l'intérieur du soulier. Alors oui, allez-y dans l'après-midi. Oui? Oui? Oui. OK. La question est, concernant la corde, encore une fois, pourquoi est-ce que si j'ai les mêmes pieds, dans certains souliers, je fais de la corde, puis dans certains, j'en fais pas. Tels les sandales l'été, je vais faire plus de corde qu'en hiver quand je porte des bottes ou des souliers fermés. Et ça, c'est parce que dans les sandales, il y a moins de stabilité à l'intérieur du soulier. Alors même si votre démarche est pareille, il y a quand même un certain mouvement du pied à l'intérieur de la sandale qui est en train de se faire. Donc ça va créer un frottement, une irritation. Et pas tous les souliers vont supporter le pied de la même façon non plus. Un soulier qui ne supporte pas le pied, il va permettre une plus grande déformité mécanique au niveau du pied. OK. Donc, même Socrate disait, quand on a mal au pied, on a mal partout. Et ça, c'est très vrai. Je l'entends tous les jours dans mon cabinet. OK. Parlons maintenant d'une des raisons principales pour laquelle les gens vont me consulter, c'est une douleur au talon. Puis on peut voir, j'ai pas de pointeur malheureusement, mais ça représente votre talon. La partie qui est plus à votre gauche représente l'arrière du talon avec le tendon d'Achille qui insère juste en arrière. Et en dessous, on voit une structure qu'on appelle la fascia plantaire ou le ligament plantaire qui insère en dessous du talon. L'importance de ces structures-là, c'est que n'importe quelle de ces structures peuvent être endommagées quand il y a une douleur au talon. Donc, ça peut être une douleur à l'insertion du tendon d'Achille, à l'insertion du ligament en dessous du pied. Ça peut être une périostite, ça peut être une bursite, la petite bulle bleue qu'on voit en dessous du talon. C'est ce qu'on appelle une bourse, qui est un petit sac de liquide qui essaye de coussiner le talon. Des fois, ça peut s'endommager, ça peut s'inflammer, ça crée une bursite en dessous du talon aussi. Alors, encore une fois, c'est important pour nous de cibler, est-ce que la douleur est en dessous du talon, derrière le talon, sur le côté du talon, encore une fois, pour vraiment cibler les interventions qu'on ferait.
succès. Donc, encore une fois, ici, ce qu'on voit, c'est le pied relevé. Et la structure qu'on voit, c'est la fascia plantaire. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà souffert de fasciite plantaire, mais la fasciite plantaire veut simplement dire une inflammation ou une blessure à ce ligament qu'on trouve en dessous du pied. Si le ligament se déchire ou se blesse dans le côté qui est plus près des orteils, c'est ce qu'on appelle la fasciite plantaire. Si elle arrive plutôt vers le talon, le même phénomène s'appelle une épine de la noire. Et avec le temps, si la blessure persiste, si la douleur et l'inflammation persistent, on peut développer une excroissance osseuse qui sera visible sur les radiographies. Juste ici, la partie qui est encerclée, on peut voir un petit crochet juste en dessous du talon. Ça, c'est anormal. Généralement, ce n'est pas là. Mais ça, c'est l'épine de la noire. Mais comme on voit, l'épine, c'est les séquelles d'un problème persistant au niveau du talon à cause d'une surpression ou un étirement de la fascia plantaire. Une question sur Oui. C'était à l'interne ou à l'externe de la précédente que vous avez montré? On est en train de voir la face interne ou le côté médial du pied. Oui, c'est ça, interne. Oui, exact. Ouais. Bien vu. Donc, quand on parle de tendinose d'Achille aussi, souvent c'est relié à un problème mécanique. Et ici, ce que je voulais vous montrer, c'est la position du talon quand le pied est trop affaissé. On voit qu'il y a une certaine courbure anormale. Et on peut imaginer que le tendon d'Achille, il va suivre cette courbure, ce qui peut causer un étirement anormal ou une déchirure au niveau du tendon d'Achille. Donc, souvent, les problèmes de tendon d'Achille sont aussi reliés à un problème mécanique, surtout au talon. Il y a un phénomène qui s'appelle une tendinite qui est acquérie, qui peut causer un pied plat avec le temps. Alors, il y a certaines personnes qui sont nées avec le pied plat, puis d'autres avec le temps. Les tendons qui sont à l'intérieur de la cheville peuvent s'affaiblir, peuvent devenir de moins en moins résistants. Et en conséquence, l'arche va s'aplatir avec le temps pour reproduire les autres problèmes qu'on avait vus un peu, les douleurs au niveau du talon, la tendinose d'Achille, les bursites infracalcaniennes, l'épine de la noire. Alors, c'est important de maintenir une santé, une force au niveau des tendons du pied et de la cheville pour essayer d'éviter ces genres de problèmes. OK. Le nevrome de Morton. Donc ça, c'est simplement une compression de nerfs. On peut voir ici, juste à la base des orteils, il y a plein de nerfs qui vont passer entre les diverses structures du pied. Si ces nerfs deviennent comprimés, ils peuvent s'inflammer. Pendant le processus d'inflammation, ils vont commencer à s'engourdir, à enfler. Et ça va empirer le phénomène de compression. Les symptômes qui sont associés à ce genre de phénomène sont des engourdissements, des sensations de brûlure, des fourmillements au niveau des orteils. Donc, si vous sentez ces genres de pathologies-là, ça se peut qu'il y ait un nerf qui est compromis au niveau de votre avant-pied. Qu'est-ce qu'il y a à faire pour ça, docteur? Oui, les traitements sont divers, encore une fois. Ça dépend de la sévérité. Donc, généralement, on essaie de découvrir la faute mécanique parce que c'est généralement causé à une surcharge à l'avant-pied. Si c'est venu à la suite d'une opération, c'est probablement parce qu'il y a de la cicatrisation qui est en train de compresser ce nerf-là. Alors, ça serait de dégager ou de décompresser ce nerf. Ça peut se faire pharmaceutiquement, mais les taux de succès ne sont pas très élevés avec la cortisone.
Des fois, ça prend des séries de cortisone parce qu'un des effets de la cortisone, c'est justement de désagréger la fibrose, la cicatrisation et de résorber tous les tissus en même temps que contrôler l'inflammation. Donc, ça peut être une infiltration de cortisone ou une autre chirurgie pour faire ce qu'on appelle un neurolysis externe, c'est-à-dire dégager, décompresser. Mais je vois vous levez vos sourcils, vous avez absolument raison. Mais c'est un problème parce que les taux de succès de cette chirurgie ne sont pas très élevés non plus, parce que le fait de retourner au même endroit pour faire une autre chirurgie va reproduire la cicatrisation au même endroit, donc ça peut recomprimer le nerf. En dernier recours, c'est une excision du nerf, ou ce qu'on appelle une neurectomie. Et dans les cas les plus résistants, c'est la seule chose qui reste à faire. Oui, il y a de la cortisone, puis il y a aussi un nouveau produit qui s'appelle l'alcool sclérosante, qu'on utilise souvent pour les telangiectasies, c'est-à-dire les varices superficielles. Cette alcool sclérosante, elle crée une neurectomie aussi, mais une neurectomie chimique. Au lieu de faire la neurectomie par excision chirurgicale, on peut essayer d'éviter la chirurgie avec ces infiltrations. Le problème, c'est que c'est une série de 7 injections, une fois par semaine, et le taux de réussite sont aux alentours de 60 à 65 %. Donc, même après avoir franchi tout ça, ça se peut qu'on se rende quand même à la chirurgie. Et la chirurgie est pas mal définitive pour ce problème. Il y a des séquelles, évidemment, en enlevant un nerf, il y aura toujours une région d'anesthésie ou d'engloutissement au niveau des orteils, mais au moins on règle le problème de douleur. Donc, on avait parlé des problèmes mécaniques. Quand on a le pied très affaissé ou trop plat, on voit qu'il y a une rotation interne qui va se produire au niveau du genou, au niveau de la cheville, et plus haut même, jusqu'au niveau de la hanche. Étant donné que dans la démarche, la chaîne kinétique est complètement reliée, si on peut limiter l'affaissement du pied, on va en même temps limiter la pression qui est subie au niveau du genou et au niveau de la hanche. Donc, c'est important, quand il y a des problèmes chroniques, de faire une évaluation mécanique aussi. On m'avait parlé de problèmes d'arthrose, je pense, de collagène et d'infiltration. L'arthrose, généralement, est causée par un désagrégement du cartilage au niveau des articulations. Mais si une articulation ne fonctionne pas de façon symétrique, il y aura une usure précoce d'un côté de l'articulation comparé à l'autre. Et ce qui fait mal dans l'arthrose, c'est le mouvement ou le frottement de ces articulations-là. En contrôlant la mécanique, on replace ou on contrôle la symétrie d'une articulation et aussi on contrôle l'usure superflue. Donc plus le pied s'affaisse, plus il y a une rotation. Mais si on peut contrôler l'affaissement du pied, on va limiter la rotation du genou et de la hanche. Et ça, cette genre d'immobilisation peut contrôler aussi les douleurs reliées à l'arthrose. Mais marquez bien que ça ne répare pas le cartilage, mais ça limite les crises inflammatoires et les douleurs aussi. Donc, comment corriger la mécanique du pied? Généralement, pour le podiatre, l'outil principal, c'est l'orthèse plantaire, ce qui va aider à replacer le talon, réaligner le tendon d'Achille, réaligner l'arche, réaligner le genou, jusqu'au bassin aussi. OK, les orteils marteaux. Ça, c'est un problème qu'on voit très souvent chez nos patients. Il y a de diverses causes, mais généralement, c'est une défaillance mécanique ou une perte de l'équilibre entre les fléchisseurs qui sont en dessous du pied et les extenseurs qui sont sur le dessus. Donc, dès qu'il y a un qui est plus fort que l'autre, les orteils commencent à débarquer. Tant que l'orteil reste flexible ou souple, généralement, c'est non symptomatique, ça me fait pas mal. Mais avec le temps et avec l'âge, les orteils commencent à devenir de plus en plus rigides. Le collagène que notre corps crée devient de moins en moins élastique. Et donc, les orteils peuvent s'ankylosser ou devenir plus raides. Et c'est à ce moment-là qu'on aura plus de potentiel d'avoir des problèmes, soit de l'irritation sur le dessus des orteils ou en dessous des orteils, ou la formation de cornes. Les traitements, souvent, c'est simplement du coussinage si le problème n'est pas trop sévère et si l'orteil est encore suffisamment flexible pour essayer de coussiner et replacer l'orteil. Mais quand l'orteil devient rigide et dur, les interventions deviennent plus complexes. Il faut qu'on trouve une façon de dégager la pression sur l'orteil. Alors, ça peut se faire soit de l'extérieur avec un soulier plus ouvert, plus large, plus profond,
ou avec une chirurgie pour replacer ou corriger la position des orteils. Oui? Si jamais on n'a pas de souliers aussi grands, on a besoin d'avoir, Pardon, si on n'a pas des souliers assez grands. Oui, un soulier qui est trop serré ou qui est trop petit peut justement créer une contraction des orteils. Oui. Mais souvent, c'est une cause mécanique parce qu'on le sait tout de suite quand notre soulier n'est pas confortable ou est trop serré. Mais si on a l'habitude de s'obliger à porter des souliers plus petits pour que nos pieds paraissent plus fins, oui, ça peut enchaîner des problèmes, tel l'orteil marteau et aussi tel l'oignon. Oui, les petits coussinets se trouvent dans toutes les pharmacies. J'en ai apporté ici quelques échantillons juste pour vous montrer. Mais dans la section Dr. Scholl's, vous allez trouver ce genre de petits coussinages. Le défi, c'est que des fois, c'est un peu gossant à l'intérieur d'un soulier. Donc, il faut prendre le temps de s'habituer à avoir quelque chose sur l'orteil. Ce que je conseille à mes patients, c'est de les porter à la maison, 2-3 jours de temps pour s'habituer, avant de commencer à les porter à l'extérieur. Donc, on est rendu à l'oignon, l'hallux valgus. Et en fait, l'hallux valgus, c'est pas juste une bosse qui est créée au niveau de la base du gros orteil, c'est en fait une dislocation du gros orteil, souvent causée par un mécanisme ou un affaissement prononcé. Donc, ce qu'on peut voir ici dans la photo de gauche, c'est que chaque orteil est relié à un autre os juste en dessous. Cet os s'appelle le métatarse. Et normalement, ces métatarses-là sont tous parallèles l'un de l'autre. Mais quand le gros orteil commence à dévier vers le deuxième orteil, il va pousser ce métatarse vers l'extérieur. Et de l'extérieur, ce qu'on va voir, c'est une bosse. Parce que, à cause de l'angulation entre le gros orteil et le métatarse, ces problèmes-là sont progressifs aussi. Alors, une fois que ça commence, une fois que le déséquilibre entre les orteils commence, ça progresse avec le temps à moins d'intervenir. Il y a plusieurs façons d'intervenir. On n'est pas obligé de passer tout de suite à une chirurgie, mais la chirurgie reste une option. Et ce qu'on voit ici, effectivement, c'est la déviation du gros orteil vers le deuxième et aussi la dislocation du premier métatarse vers l'extérieur. Donc, le but d'une chirurgie, c'est de rebalancer le gros orteil et le métatarse. Et évidemment, on utilise des vis ou des tiges pour maintenir la correction. Les autres alternatives, souvent, c'est l'orthèse plantaire, parce que l'affaissement du pied, si le système me permet, je vais essayer de retourner à cette image. Si on regarde la plante du pied, ce qu'on voit, c'est que le pied roule vers l'intérieur. Ce genre de roulement va pousser le gros orteil vers le deuxième orteil. Donc, si on est capable de remonter l'arche, ça dégage entièrement la pression sur le côté du gros orteil pour diminuer le risque de développer un oignon et pour pas que ça progresse. OK. Problème de peau, on va retourner à la corde. Oui? J'ai entendu aussi les lasers et dans la correction des oignons. Oui, la question se pose souvent. Les traitements de laser pour les oignons. En fait, les lasers qu'ils utilisent aident à diminuer un peu la fibrose et la cicatrisation qui se forment aux alentours d'un oignon. Parce qu'on a déjà discuté du fait que le corps, il va épaissir la peau pour essayer de coussiner quand il y a trop de pression. Mais à l'intérieur d'un soulier, un oignon comme ça, il va créer beaucoup de stress. Il va subir beaucoup de stress. Donc la peau commence à épaissir et même les os en dessous commencent à épaissir. Le laser essaye de diminuer la fibrose, mais il ne pourra jamais réaligner les os, il ne pourra jamais réparer la dislocation. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution à long